Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce grand journal sur Mandiko Télévision, dont voici les principaux titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenu le 21 mars 2024 dans la soirée avec le directeur général de l'agence pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC, Freddy Yodi Chembo, au sujet des convenances d'après la récente signature du 5e amendement du contrat sino-congolais. La prochaine audience publique en procédure de flagrance dans l'affaire Modero Timba à la Cour de cassation a été renvoyée à mercredi 27 mars 2024. C'est afin de permettre à la partie accusée de bien préparer sa plaidoirie et au ministère public de mettre à jour son réquisitoire. L'avocat de l'ancien ministre a déclaré qu'un doute total plane sur l'accusation dans la mesure où la traçabilité et l'authentification de l'audio attribué à son client ne sont établies. La pluie qui s'est abattue sur la cité de Sonabata, dans le territoire de Kassangoulou au Congo central, a causé des dégâts au sein de l'hôpital de la dite cité. Plusieurs toitures abritant les bâtiments de cette infrastructure hospitalière ont été transportées par le vent violent qui a accompagné cette pluie. Et voilà, comme annoncé, le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC, Freddy Yodi Chembo, a été reçu le jeudi 21 mars par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ces échanges ont tourné autour du suivi du 5e avenant au contrat sino-congolais. Il a reçu du chef de l'État des instructions sur les axes prioritaires. Regardez. Le président Félix Tshisekedi a échangé jeudi soir avec Freddy Yodi Chembo, directeur général de l'agence des pilotages, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC sur la pré-signature du 5e avenant du contrat sino-congolais. Cet avenant relatif au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo a été signé par les deux parties le 14 mars dernier afin de rétablir l'équilibre dans ces partenariats en la rendant gagnant-gagnant. Le DG de cette structure a reçu les instructions du président de la République sur les priorités liées au programme sino-congolais, principalement les routes nationales qui sont une préoccupation du chef de l'État. Il a également été instruit que la route nationale numéro 1 dans le tronçon qui va de Mbujimaï dans la province du Kasai oriental à Ngouba, la route de contournement autour de la capitale Kinshasa, Mbudi Njili, sans oublier l'axe Kalamba-Mbuji dans la province du Kananga. Il a été également instruit de voir la route nationale numéro 1 dans le tronçon qui va de Mbujimaï dans la province du Kasai oriental à Ngouba, la route de contournement autour de la capitale Kinshasa, Mbudi Njili, sans oublier l'axe Kalamba-Mbuji-Kananga. Créé par le décret numéro 22/03 du 1er mars 2022, la PCSC a pour mission de piloter, coordonner, gérer et faire le suivi de conventions de collaboration et de coopération. Elle vise à doter le pays des infrastructures de base nécessaires à son développement. Parlons sécurité à présent. Les activités du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire des ex-combattants DDRCS se mettent progressivement en place. Sur papier, ce programme gouvernemental existe depuis bientôt 4 ans, mais les activités ont pris du temps pour démarrer dans les provinces ciblées. Sur les 50 000 ex-combattants visés pour la première phase de démobilisation, il y a à peine un dixième qui a effectivement été démobilisé. Et pour l'instant, les efforts se poursuivent. Le coordonnateur de ce programme a exprimé son optimisme lors d'un briefing presque co-animé jeudi dans la soirée avec le porte-parole du gouvernement, Vinigali Junior, pour plus de détails.
Des centaines de groupes armés écument l'Est de la République démocratique du Congo depuis maintenant 3 décennies. Ces groupes armés locaux et étrangers sèment la mort et la désolation parmi les populations de l'Est du pays. Les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu sont le plus touchées par ces phénomènes. Au fil des années, les autorités congolaises ont mis en place des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire qui n'ont pas toujours donné des résultats escomptés. En 2021, un nouveau programme, le PDDRCS, a été créé dans l'objectif de réussir là où les programmes précédents n'ont pas pu. Avec plusieurs mois de retard, les activités ont débuté avec pour objectif de démobiliser 50 000 ex-combattants dans un premier temps. Le programme avait comme objectif d'abord de s'occuper d'au moins 50 000 ex-combattants au départ, n'est-ce pas? Ceux qui ont été effectivement intéressés, ceux qui ont été mis dans le programme, nous sommes à peu près 13 000 membres de groupes armés, dans les 14 000 membres de groupes armés qui sont en train d'être, qui sont, si je puis dire, intéressés pour le moment par le programme. Mais dans le concret, les groupes maintenant, ceux qui vont entrer dans le relèvement communautaire, ils sont, nous sommes dans les statistiques de 5 000, 4 500 qui sont déjà suivis par nous au moment où nous parlons. Il n'y a pas que les groupes armés internes qui déstabilisent l'Est de la RDC. Des groupes armés étrangers tels que les ADF créent également l'insécurité, notamment au Nord Kivu. Pour les groupes armés étrangers, le PDDRCS travaille avec les mécanismes internationaux pour venir à bout de ces rebelles. On cherche un mécanisme non militaire pour inciter les groupes armés étrangers à pouvoir déposer les armes sans coercition. Et nous sommes en train de travailler aussi à un niveau plus haut. L'Ituri, dans la province de l'Ituri, l'actuel coordonnateur provincial est pas 6 mois. Est-ce que je voudrais savoir que 7 mois. Au cours de ces briefings, le porte-parole du gouvernement a réitéré la position du gouvernement congolais sur les M23 qui combat le FARDC au Nord Kivu avec le soutien du Rwanda. Selon Patrick Mouyaya, il n'est pas question pour les autorités gouvernementales de négocier avec les terroristes du M23. Ils doivent déposer les armes sans condition. Le dialogue que réclame le M23 n'est pas à situer dans le travail qui s'est fait à ces niveaux. Parce que les jeunes qui ont touché les armes, qui vivent du métier des armes, il faut aller à leur rencontre. Il faut dialoguer avec eux. Il faut discuter avec eux. Pour certains, ils peuvent être réticents. Il faut les persuader que ce n'est pas par les armes que vous allez contribuer à la stabilisation de votre communauté, ni ce n'est pas par les armes que vous allez penser construire l'avenir de vos enfants. C'est pour ça qu'il parle de cette dimension qui n'est pas à confondre avec la dimension au niveau du M23. Pour la réussite totale du PDDRCS, qui va bientôt totaliser 4 ans, le gouvernement et ses partenaires sont déterminés à les boucher double pour la réussite de énième programme de démobilisation. En justice, la prochaine audience publique en procédure de flagrance dans l'affaire Modéron Timba à la Cour de cassation a été renvoyée à mercredi 27 mars 2024. C'est afin de permettre à la partie accusée de bien préparer sa plaidoirie et au ministère public de mettre à jour son réquisitoire. L'avocat de l'ancien ministre a déclaré qu'un doute total plane sur l'accusation dans la mesure où la traçabilité et l'authentification de l'audio attribué à son client ne sont établis. Suivez. L'ancien ministre du Tourisme et député honoraire Modéron Timba a fait face au juge le jeudi 21 mars 2024 lors de l'audience en procédure des flagrances devant la Cour de cassation. Il est poursuivi pour des infractions d'imputation dommageable et des propagations de faux bruits. L'ancien élu du territoire de Mwanda au Congo central aurait dans un audio devenu viral sur les réseaux sociaux accusé Christian Tshisekedi, frère biologique du chef de l'État Jacques Tshisekedi et Ndayouel, d'être impliqué dans la mort de l'ancien ministre des Transports et voies des communications Chérubin Okende suite au conflit d'un immeuble opposant le premier cité aux défunts. Les circonstances ayant concouru à la mort de Chérubin Okende continue de défrayer la chronique en République démocratique du Congo. Les rapports de la justice congolaise parlent d'une mort par suicide. Sa famille remet en cause ces rapports et parle d'un assassinat.
moment où Encore sécurité. Dans ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à restaurer la paix dans les provinces où règne l'insécurité causée par la milice des Mobundo. Ce vendredi 22 mars, les hommes en uniforme ont fait la chasse à ces miliciens et ont encore récupéré une arme à feu. Nous sommes au Congo. Regardez. La traque au Mobundo se poursuit ce vendredi 22 mars 2024 dans la province du Kwango. Les forces armées de la République démocratique du Congo gagnent de plus en plus du terrain après un affrontement très tôt dans la matinée entre les FARDC et la milice Mobundo au pont Kwango. Plusieurs villages sont passés sous le contrôle de l'armée congolaise. Deux patrouilles se poursuivent dans la forêt, brousse, tout est passé au pain fin afin de capturer les Mobundo dans leur cachette. Une arme calibre 12 abandonnée par les assaillants a été récupérée ce vendredi. La société civile de ce coin salue les efforts des FARDC de vouloir restaurer la paix dans cette province en proie en insécurité depuis près de 2 ans déjà. Elle pose cependant des conditions au gouvernement de la République, celle de favoriser le retour des déplacés par la construction de maisons afin de permettre à cette population de revenir vivre dans les meilleures conditions, car des villages entiers sont restés inhabités et d'autres occupés par ces Mobundo. Et en santé, la lutte contre la poliomyélite, les journalistes et communicateurs en santé ont été sensibilisés sur leur rôle pour la vaccination. La désinformation, l'ignorance ou le manque d'informations sur le vaccin et le vaccinateur doivent être relayés à travers leurs canaux. La campagne sera lancée d'ici quelques jours sous le signe de bâtir la confiance. Le détail. À seulement quelques jours du lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et pour la bonne gestion de cas de refus suite notamment à la désinformation, le programme élargi de vaccination, PEV, a voulu renforcer la sensibilisation à travers les médias pour maintenir le niveau d'information des parents à au moins 95% avant le passage des vaccinateurs. Quels sont les principaux challenges que nous avons en matière d'information sur la poliomyélite et comment ensemble on peut résoudre ces points pour vraiment que l'information, la bonne, soit déjà que vous l'ayez, mais que cette information soit relayée aussi au niveau de la population parce que c'est la première bénéficiaire de cette intervention qu'on vient s'abattre pour les enfants. Les professionnels des médias ont été édifiés sur plusieurs préoccupations sur le bien fondé de la vaccination et aussi la qualité et les types de vaccins après plus de 50 ans. Les professionnels de la santé ont été rassurés de l'implication des professionnels des médias pour la bonne information. Ce lancement aura lieu du 28 au 30 mars sur le 919 zones de santé prévues. Nous sommes rassurés que c'est l'un des canaux de communication important pour qu'il nous aide à sensibiliser les communautés, précisément les parents, les tuteurs d'enfants, à adhérer à la vaccination, à faire vacciner leurs enfants pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui est prévue du 28 au 30 mars 2024. Nous attendons vacciner plus de 24 millions et demi d'enfants de moins de 5 ans pour riposter contre ces épidémies liées au poliovirus variant. Et ça concerne toutes les 519 zones de santé du pays. Ceci permettra d'accroître la crédibilité et la confiance en diffusant les bonnes informations. Les journalistes et communicateurs se sont engagés à diffuser des messages en faveur de la campagne à travers des articles, des interviews, des reportages, question de toucher les nouvelles cibles et renforcer l'information auprès des parents et tuteurs d'enfants. Et de l'autre côté, les autorités congolaises sanitaires veulent intensifier la lutte contre la tuberculose. La RDC doit redoubler d'efforts puisque le pays se trouve dans la zone rouge. Selon le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, en 2022, la République démocratique du Congo représentait à lui seul plus de 2/3 des cas mondiaux de tuberculose. Des chiffres qui n'ont pas laissé indifférent le numéro 1 du PNLT,
mais qui croit tout de même à l'élimination de cette maladie en République démocratique du Congo d'ici 2035. Il a dit lors de la conférence de presse tenue le jeudi 21 mars 2024, 48 heures de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Suivez. Le programme national de lutte contre la tuberculose tire la sonnette d'alarme. La RDC est sur une mauvaise pente concernant la lutte contre la tuberculose. Les chiffres sont en hausse alors que les moyens pour éradiquer cette maladie sont de plus en plus faibles. La maladie à virus d'Ebola et la Covid-19 mobilisent beaucoup plus de ressources pour la lutte. Et pourtant, la tuberculose est classée parmi les 10 premières causes de mortalité dans le monde. La RDC n'est pas épargnée. Nous croyons fermement à l'élimination de la tuberculose d'ici 2035 en RDC. Mais pour y parvenir, 6 actions prioritaires devraient être mises en œuvre par les décideurs et appliquées par les acteurs. Ces actions sont les suivantes. C'est étendre la couverture des services avec plus de centres de diagnostic et de traitement. Étendre la couverture de diagnostic moléculaire, intensifier la mise en œuvre des approches innovantes pour réduire le gap de la détection. La République démocratique du Congo a notifié 260 431 cas de tuberculose, toutes formes confondues en 2023. Des chiffres qui montrent un accroissement de 5% par rapport aux années antérieures. Il faut intensifier le dépistage de cette maladie pour atteindre l'objectif de l'éradication en 2035. Pour la RDC, l'incidence c'est 305 pour 100 000 cas. Donc, on attendrait 305 malades pour 100 000 cas. Donc, nous devrions être, en principe, chaque année, nous devons dépister au-delà de 300 000 malades, selon l'OMS. Et je vous ai dit que nous avons notifié 260 000. Si vous faites des calculs très simples, ça veut dire qu'en RDC, il y a 71 000, selon l'OMS, 71 000 cas manquants qui circulent dans la population, qui ne sont pas dépistés. De nombreux pays à travers le monde ont complètement éradiqué la tuberculose. En suivant leur exemple, la RDC peut y arriver. Un pari certes difficile, mais pas impossible. Troisièmement, vous avez les communautés, la société. Et en société, les récents passages de Dame la pluie a causé des dégâts énormes à l'hôpital général de référence de Kassangoulou. Nous sommes là dans la province du Congo central, plus précisément à Sonabata. Les habitants de ce coin du pays ont lancé les cris d'alarme aux autorités compétentes pour leur venir en aide. La pluie qui s'est abattue dernièrement sur la cité de Sonabata, dans le territoire de Kassangoulou au Congo central, a causé des dégâts matériels énormes au sein de l'hôpital général de référence de la dite cité. Plusieurs toitures ainsi que des bâtiments abritant les différents services de l'hôpital ont été emportés par le vent violent qui accompagnait cette pluie. Cette infrastructure hospitalière n'est pas la seule à être touchée. Il y a également l'école catholique de Sonabata qui a connu le même sort. Les patients n'ont pas été épargnés par cette calamité naturelle. À cela s'ajoutent les habitations construites en briques cuites. Les malades sont exposés aux intempéries et attendent un autre abri. Les constats qu'on pouvait faire, donc le bâtiment qui est derrière nous, c'est les soins intensifs chirurgie. Et à l'intérieur, il y avait 6 cas opérés. Vous allez voir qu'il y a la médecine interne femmes. On ne saura plus aussi récupérer sa toiture. Ce n'est pas emporté, mais c'est défectueux pour le moment. Il y a eu écroulement des colonnes qui soutenaient la toiture. Et puis il y a des fissures, vraiment, étant donné que les colonnes se sont projetées sur le versant antérieur du mur. Il y a des fissures qui nécessitent à ce qu'on répare vraiment. Le comité de gestion de cette formation médicale, conduite par le président Jean-Didier Massamba et le docteur Mambou, lance un SOS à l'autorité compétente et aux personnes de bonne volonté pour leur apporter l'assistance. Rappelons que cet hôpital a fait presque 100 ans d'existence et nécessite une réhabilitation pour le rendre fiable.
Il est difficile de rouler aisément sur le tronçon Assosa-Bayarka à cause de son état de dégradation. Les conducteurs assistent impuissamment à la détérioration de leur véhicule à cause du mauvais état de cette route. Ils lancent un SOS aux autorités pour la réhabilitation de cette voie très sollicitée dans la commune de Ngiringiri. Regardez. C'est un véritable casse-tête pour le conducteur qui emprunte le tronçon Assosa-Bayarka dans la commune de Ngirigiri. Il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience pour rouler sur ce tronçon. Les voitures sont mises à rude épreuve. Ce que nous vivons ici sur cette route est déplorable. Les radiateurs tombent souvent en panne, le rotule pareil et le pneu, n'en parlons pas à cause de ces eaux stagnantes. Nous ne savons pas. Auparavant, c'est Eddie Lieli qui a rangé cet endroit, mais maintenant, il n'y a personne pour s'en occuper. Notre souhait est que les autorités viennent réhabiliter cette route. Job José habite ce coin de la capitale congolaise depuis plusieurs années. Il a assisté, comme le reste des habitants impuissants, à la dégradation progressive de ce tronçon Assosa-Bayarka. Nous sommes arrivés au bout, la route est devenue tellement impraticable, il y a de l'eau un peu partout. Que les autorités compétentes viennent arranger ce tronçon car il n'y a pas moyen que les véhicules passent normalement à cause de ces eaux stagnantes. Vous-même, vous pouvez voir comment les véhicules s'embourbent, la route est délabrée, qui la réhabilite pour notre bien. Même les petits commerçants qui s'exercent le long de ce tronçon est mis en difficulté. Les eaux stagnantes et l'impraticabilité de la route empêchent certaines personnes de fréquenter le coin pour acheter des produits. Chaque jour qui passe, les commerçants assistent à des scènes exécrables où les motocyclistes et leurs clients tombent dans ces eaux. Impuissants face à cette situation, ils en appellent à la volonté des dirigeants pour des solutions rapides. Vous vous rendez compte de cet état de la route qui peut accepter de sacrifier son véhicule pour venir acheter des articles sur cet axe? Nous sommes très déçus, surtout de constater que lorsqu'il y a des personnes de bonne volonté qui viennent donner un coup de pouce pour quelques solutions en déversant ne fût-ce que du sable, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent voler ça. Un programme de construction et de réhabilitation de plusieurs routes dans ce quartier populaire du centre de Kinshasa est en cours depuis plusieurs mois maintenant. Ces tronçons figurent parmi ceux qui bénéficieront de ce programme. Prenons le vol pour le Dakar qui se prépare au scrutin du 24 mars. Les rues de la capitale sénégalaise sont en effervescence à l'approche des élections présidentielles sénégalaises. Le pays d'Afrique de l'Ouest a récemment connu des semaines de manifestations violentes après le report du scrutin. Reportage. Les rues de Dakar sont en effervescence à l'approche des élections présidentielles sénégalaises. Le pays d'Afrique de l'Ouest a récemment connu 2 semaines de manifestations violentes après le report du scrutin. Le commerçant du marché des tissus à Dakar espère voir leur candidat favori à la tête du pays. Samba Tagué, vendeur de vêtements, voit en Bassirou Diomaye Faye la solution aux problèmes du pays. Nous avons confiance en Diomaye. Il va nous aider pour que les jeunes arrêtent de prendre la mer pour aller vivre à l'étranger. Ce qu'ils cherchent là-bas, nous l'avons ici. Le Sénégal est riche, mais il nous manque un bon dirigeant. Issou Diak fait partie de la minorité qui soutient la seule femme candidate à la présidence du Sénégal. Si un homme peut être élu, une femme peut l'être aussi. Les hommes mettent leurs pantalons, nous mettons nos jupes. Nous, les femmes, devons nous organiser. Nous pouvons réunir toutes les femmes. Tout ce que les hommes entreprennent, les femmes peuvent l'entreprendre aussi. Anta a les épaules pour ce poste. Babacar Diaye, analyste politique au sein du groupe de réflexion Wati, basé à Dakar, estime que le vote de jeunes sera décisif lors de cette élection. Le Sénégal est un pays qui est composé majoritairement de jeunes.
75% de la population a moins de 35 ans. Donc la question de l'économie, la question de l'emploi, la question de création d'industrie, ce sont des questions aussi qui ont été abordées dans le cadre de cette élection présidentielle. L'élection présidentielle au Sénégal aura lieu le dimanche 24 mars 2024. Ce sera la 12e depuis l'indépendance du pays en 1960. Environ 7,3 millions d'électeurs sont inscrits sur le 18 millions d'habitants. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenu le 21 mars 2024 dans la soirée avec le directeur général de l'agence pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC, Freddy Yodi Chembo, au sujet des convenances d'après la récente signature du 5e amendement du contrat sino-congolais. La prochaine audience publique en procédure de flagrance dans l'affaire Modéron Timba à la Cour de cassation a été renvoyée à mercredi 27 mars 2024. C'est afin de permettre à la partie accusée de bien préparer sa plaidoirie et au ministère public de mettre à jour son réquisitoire. L'avocat de l'ancien ministre a déclaré qu'un doute total plane sur l'accusation dans la mesure où la traçabilité et l'authentification de l'audio attribué à son client ne sont établies. La pluie qui s'est abattue sur la cité de Sonabata dans le territoire de Kassangoulou au Congo central a causé des dégâts au sein de l'hôpital de la dite cité. Plusieurs toitures abritant les bâtiments de cette infrastructure hospitalière ont été transportées par le vent violent qui a accompagné cette pluie. Merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité est en continu sur Mandico Télévision. Au revoir.